Effectivement, merci d'avoir rappelé qu'il y a eu tout un ensemble de contributions sur le débat France-Allemagne et j'ai noté avec plaisir que nous étions sortis au premier trimestre 2011, donc avant l'arrivée de la vague. Donc le moment était plutôt idoine et il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Donc ce document, merci Thierry Veil de me l'avoir attribué, mais ce document a été réalisé sous la direction de Michel Didier et de Gilles Coleda, alors directeur des études de CO Rexecode. Donc ce rapport, effectivement, provenait d'une commande initiale du ministère de l'Industrie qui s'interrogeait sur le décalage de compétitivité s'installant entre la France et l'Allemagne et de la divergence qui s'était installée entre, d'un côté, une économie qui regagnait des parts de marché au regard des autres pays de la zone euro, mais qui stabilisait sa part dans les exportations mondiales. C'est la seule des grandes économies industrialisées à connaître une stabilité de ses parts de marché et non pas une progression de ses parts de marché à l'échelle mondiale, alors que dans le même temps, il y avait un décrochage des parts de marché de l'économie française, enfin des exportations françaises et singulièrement, bien entendu, de l'industrie française. Donc l'idée était de travailler un peu sur cette divergence qui s'est installée entre la France et l'Allemagne. Et quand on parle de divergence, eh bien, on parle de deux pays en même temps. Il faut regarder ceux qui participent d'une mécanique propre à la France et d'une mécanique propre à l'Allemagne. En fait, cette divergence, c'est probablement que l'on a suivi des politiques du marché du travail qui ont été orthogonales au même moment. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait la réduction du temps de travail qui se mettait en place en Allemagne, on a eu ce qu'a rappelé le professeur Lasserre, au contraire, des accords qui étaient des accords plutôt décentralisés, qui relevaient d'une discussion, d'un consensus, de l'élaboration d'un consensus qui se mettait en place en Allemagne. Donc c'est un peu cette orthogonalité du fonctionnement, dans les évolutions du fonctionnement du marché du travail, qui nous semble être au cœur de l'amorce des divergences qui se sont installées entre la France et l'Allemagne. Mais comme on est là plutôt pour parler de l'Allemagne, même si je ne suis pas germaniste, bon, j'ai quand même un petit peu suivi ce que l'on a fait à CO Rexecode. Donc il me semble qu'il y a quelques points assez saillants pour compléter les propos liminaires du professeur Lasserre, quelques points saillants qui sont à retenir. Tout d'abord, je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il y a eu tout un ensemble de réformes qui se sont enchaînées de manière cohérente. Je ne pense pas qu'il y ait un plan d'ensemble qui ait participé à toutes les réformes qui ont été mises en œuvre, parachevées par la loi Hartz notamment et par toutes les évolutions que l'on a vues ensuite sur les cotisations. Il me semble que c'est beaucoup plus le pragmatisme qui a participé de la mise en œuvre séquencée des différentes réformes, avec notamment un pragmatisme s'échafaudant sur la véritable construction d'un consensus propre à l'échelle de la macroéconomie, à l'échelle de l'économie allemande, mais également d'un consensus qui se façonnait à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des branches. Vous avez rappelé tout à l'heure l'accord un peu cadre de Pforzheim dans la métallurgie, qui était tout à fait fondateur de ce point de vue. Donc, derrière cette observation, c'est que il me semble que ce qui est important quand on parle de l'Allemagne, c'est qu'il ne faut pas imaginer tirer des leçons, il ne faut pas copier, reproduire le modèle qu'il pourrait y avoir dans le cas de l'Allemagne, parce que déjà, il n'y a pas de modèle. Ou alors, s'il y a du modèle, il y a un modèle de pragmatisme, de recherche, d'élaboration de consensus. Et à chaque fois, ce sont des consensus qui s'échafaudent par rapport aux circonstances qui sont propres à chaque économie, propres à chaque circonstance. Donc ça me semble être un point assez important. Pour autant, ces consensus, ils s'échafaudent, il me semble, autour de 2-3 idées principales qui sont presque des idées de constat de la situation économique de l'Allemagne. Premier constat, vous l'avez rappelé, c'est le problème de compétitivité. Alors, parler de problème de compétitivité en Allemagne, ça peut surprendre, mais ce problème de compétitivité était effectivement un problème de compétitivité allemand à la fin des années 90. La part des exportations allemandes, j'ai tellement l'habitude de dire les exportations françaises, la part des exportations allemandes dans les exportations de la zone euro, c'était 28% en 2000. On venait de 35% en 91. Il y avait eu un très fort recul de la part des exportations allemandes dans les exportations de la zone euro qui était intervenue pendant toute la décennie 90. Alors, rappelons-nous ce qu'est quand même la décennie 90. C'est le moment où il faut digérer l'arrivée de 17 millions de personnes remises à niveau de tout un tissu industriel qui est à effectuer. Donc le choc n'était quand même pas totalement anodin pour adjoindre l'équivalent de 15-20% de la population initiale. Donc il y a un décrochage de compétitivité en Allemagne qui s'effectue. Et une des idées clés, il me semble, dans l'élaboration des réformes, c'est qu'il n'y a d'économie allemande solide
que d'économie compétitive. Il me semble que cette idée est quand même assez forte dans la construction du consensus, dans la construction du véritable contrat. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Allemands sont aussi beaucoup des juristes, et le terme de contrat, ça compte en Allemagne. Il y a des termes de contrat qui sont définis. Un des prolégomènes, c'est qu'il n'y a d'économie allemande que d'économie compétitive. Alors, les parts de marché aujourd'hui de l'Allemagne, la part des exportations allemandes dans les exportations de la zone euro est remontée de 28-29 en 99, son point bas, on est remonté à 32% désormais. Cette politique de compétitivité, elle s'est faite principalement par la modération salariale, dans un premier temps, la modération salariale dans l'industrie, la modération salariale dans les fournisseurs de l'industrie, auprès des services, la modération salariale aussi au travers de l'outsourcing, avec le développement des relations avec les pays à plus faible coût de main-d'œuvre. Ce sont des éléments que l'on avait rappelés dans le rapport Rex-Ecot sur la compétitivité France-Allemagne. Donc ça, c'est tout un ensemble de dispositifs qui se sont mis en place, qui ont été parachevés par les lois Hartz. Mais les lois Hartz, je les mettrais dans une autre dimension, dans une seconde question fondamentale, il me semble, de l'économie allemande. Le problème de l'économie allemande, le problème de la société allemande, c'est le problème de sa démographie. Et il me semble que cette perception d'une population active qui ne peut aller qu'en se contractant, alors qu'il y a devant l'Allemagne les échéances, c'est une échéance de montée des taux de dépendance très forte, avec une population active qui se contracte. Donc, quels sont les enjeux? Il n'y en a pas 50 quand on a ce défi démographique qui s'oppose à une économie. C'est soit on réduit le niveau de prestations sociales, soit on essaye d'augmenter la population active qui est présente sur le territoire. Bien, ou alors on fait un peu des deux, et de fait, c'est un peu des deux qui a été effectué. Alors, comment est-ce qu'on augmente la population active? Eh bien, on se rend compte, quand on fait le constat en 2004, un peu la pierre finale des réformes Hartz que vous avez rappelé, en 2004, le taux de chômage de longue durée en Allemagne il est de 5% de la population active. Le taux de chômage de très longue durée, si je ne m'abuse, il est de 4%. Aujourd'hui, le taux de chômage de longue durée, donc au-delà de 1 an, est de 2,4%. Le taux de chômage de très longue durée, au-delà de 2 ans, il est à 1,7% de la population active. Il me semble que les lois Hartz, elles s'envisagent surtout sur cet enjeu de remettre en emploi des personnes qui ont été durablement éloignées. Après, toute la question est de savoir, est-ce que ces personnes, on les met dans des SAS, dans des SAS qui sont temporaires, au travers, il y a des mini-jobs, les Ishage, mais qui n'est pas quelque chose qui a beaucoup fonctionné, les 1 euro jobs, qui n'étaient pas des boulots payés 1 euro de l'heure, mais qui étaient des jobs payés 1 euro en plus au-delà de l'allocation. Est-ce qu'on met ces personnes dans des SAS dont ils ont vocation à sortir, ou au contraire, est-ce qu'ils restent dans le SAS? Et à mon avis, c'est vraiment à cette aune que l'on doit juger les réformes allemandes, la réforme Hartz. Est-ce que les personnes qui ont été mises dans ces dispositifs ont été mises dans une trajectoire de retour à un emploi plus durable, ou au contraire, sont-elles rentrées dans un placard? Pour cela, il me semble qu'il y a... Alors là, les débats ne sont pas tranchés là-dessus, et il me semble que c'est vraiment un point qui est tout à fait crucial. Mais il me semble qu'il y a un point qu'il faut se rappeler. En 2000, l'emploi soumis à cotisation sociale, dans l'emploi total, c'était 71%. Tout ce qui n'est pas soumis à cotisation sociale, c'est l'emploi indépendant, c'est l'emploi de fonctionnaires, et donc parmi cet emploi indépendant, on va trouver les mini-jobs, les Ishage, même s'ils sont venus plus tard. Mais retenons cette proportion, 71% de l'emploi était soumis à cotisation sociale en 2000. En 2004-2005, on tombe à 67%. Et là, on a clairement l'effet des dispositifs associés à la réforme Hartz. Aujourd'hui, on est remonté à 70%. Donc, est-ce que c'est une baisse du nombre de fonctionnaires? Est-ce que c'est le fait que vous avez des personnes qui étaient dans le SAS, qui en sortent et qui sont en train de passer dans de l'emploi à cotisation sociale et dans de l'emploi qui est un peu plus durable? Je ne dis rien des niveaux de rémunération, mais sur les niveaux de rémunération, j'évoquerai juste un chiffre qui est important à garder présent à l'esprit. Il me semble qu'il y avait eu un très bon rapport qui avait été fait par la direction du Trésor l'année dernière sur la comparaison des systèmes de protection sociale entre la France et l'Allemagne, qui montrait que le taux de pauvreté au travail en France et en Allemagne était identique. Ça n'est qu'une fois que l'on prend en compte le taux de pauvreté après intervention de la fiscalité, après la redistribution, qu'il y a un écart dans les taux de pauvreté au travail
entre la France et l'Allemagne. Mais le taux de pauvreté avant intervention de dispositifs fiscaux, eux, sont identiques. Donc après, c'est un enjeu de redistribution, ce n'est pas un enjeu dans la négociation, dans le jeu de le fonctionnement direct du contrat d'emploi. Mais, en tout cas, au-delà de ces quelques observations, il me semble vraiment sur cette idée qu'il y a une idée claire, qu'il y a un enjeu de compétitivité, que c'est autour de cet enjeu de compétitivité que doit s'imaginer le devenir de l'économie allemande, qu'il y a aussi cet enjeu de démographie. Il me semble que c'est vraiment dans la construction des réponses qu'a cherché à apporter l'Allemagne à ces enjeux qu'il y a à trouver source d'inspiration. Ce n'est pas, le modèle allemand n'est pas un modèle en soi, et c'est toujours en soi qu'il faut trouver les solutions à ses propres turpitudes. Mais il peut être un enjeu dans le sens où c'est vraiment par la construction politique des réponses à apporter aux enjeux que chaque économie doit affronter que l'on peut trouver les solutions. On peut prendre l'exemple allemand, on peut prendre aussi les exemples suédois et canadiens. C'est quand même avant tout parce qu'il y a une construction politique d'un problème économique, d'un problème social qui est bien identifié, qu'ensuite, on essaye de chercher les réponses idoines. Ne répliquons pas le modèle allemand, cherchons à nous en inspirer dans la construction du consensus qui permet de chercher, d'échafauder les solutions qui sont adaptées.